Rav Etan Fison, Shalom. Shalom Racha. Merci de me recevoir encore cette semaine, toujours cette semaine, pour Face à l'actu. Toujours le plaisir partagé. Arabe, on vit des choses bouleversantes. Ça n'arrête pas. Et on enchaîne, parce qu'on s'est vu jeudi, on est lundi, lundi combien? On est lundi 26 janvier. Il est 19h34. Oula. Il y a 3-4 heures, on nous a annoncé que le dernier otage, Ran Gvili, et a été retrouvé. Il est sorti de Gaza. Il a été identifié. Il a été sorti de Gaza. Et je suis en pleine tempête émotionnelle. C'est à Gachot. Parce que on n'a pas été aussi heureux depuis 2014. Depuis 2014, il y avait des otages à Gaza. C'est énorme. Comme temps, c'est plus de 10 ans. On a fait une opération militaire en moins de 14 heures. On a retrouvé Ranvili. Et d'un autre côté, je me dis, c'est bizarre. C'est bizarre. On nous annonce jeudi, vendredi, comme ça dernier, que le passage de Rafah va s'ouvrir. Voilà. C'est qui l'annonce? C'est le Hamas. Enfin, c'est pas officiellement le Hamas, mais c'est l'adjoint le chef théocrate de la bande de Gaza, le Hamas, venez en parlant clair, qui annonce qu'ils vont rouvrir Rafah, que les soldats israéliens sont partis et qu'ils vont enfin pouvoir rouvrir. Israël fait non, on n'est pas au courant, qu'est-ce qui se passe, c'est pas vrai. De toute façon, tant qu'il y a un otage là-bas, on peut pas le faire. Comme par hasard, une opération est lancée. Comme par hasard, 14 heures après, on retrouve Ran. On l'identifie sur place, sachant que je rappelle pour nos auditeurs, nos auditrices, qu'il a fallu plus de 24 heures pour identifier la famille Bibas. Donc ça prend du temps dans l'identification, c'est-à-dire qu'on savait exactement où il était, on savait tout ça. On l'a retrouvé, on l'a ramené. Je ne sais pas si on est sur un timing politique ou si on est sur une vraie victoire de Tzad. Bon, comme ça, tu commences direct. Écoute, d'abord, pour répondre à ta première problématique de Seharat Regashot, de tempête émotionnelle, eh bien, la halacha, elle a déjà pensé à toi dans ce cas comme dans malheureusement d'autres cas. La Torah nous dit que celui qui va entendre une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, eh bien, il devra faire la part des choses. Et il devra dire pour la bonne nouvelle, Cher Riano, et donc je pense qu'il faut le dire. Alors, comme on a déjà entendu ça depuis longtemps, on ne va pas le faire, enfin depuis quelques heures, on ne va pas le faire avec le nom de Dieu, mais vraiment, Baruch, Cher Riano, Vekimano, Vegiano, la Zamanazé. Donc, effectivement, on doit remercier Akadosh Baruch Hu pour la bonne nouvelle. Et ça n'empêche que quand on entend une mauvaise nouvelle, eh ben on dira Baruch Dayan Haemet également. Et le cas qui est amené, c'est quelqu'un qui vient de perdre un membre de sa famille et en mourant, il a laissé un héritage énorme. Donc d'un côté, bah, on est très heureux d'avoir un héritage énorme, d'un autre côté, on est très triste d'avoir perdu quelqu'un de sa famille. Donc on fait la part des choses. La tempête émotionnelle, elle a sa place dans le judaïsme. On est très content que Ran soit rentré et qu'on puisse l'enterrer comme il se doit, comme un juif. Et d'un autre côté, arrive la problématique devant laquelle à laquelle nous sommes confrontés. Regarde, je sais que d'habitude, j'ai le rôle de l'optimiste. Et je suis toujours très optimiste et je sais très bien que nous vivons des moments absolument extraordinaires et des moments de Géoula et des moments de dévoilement divin. Et ça va continuer. Ceci étant dit, j'espère ne pas avoir que des œillères sur la tête et au contraire, je pense être aussi très lucide par rapport à ce qui se passe. Oui, évidemment, alors je ne dirais pas complot, mais je dirais évidemment timing politique. C'est même pas une question à mon avis. C'est-à-dire que évidemment qu'on savait où il était, évidemment que l'opération n'a pas été lancée avant pour des raisons, voilà. Et donc évidemment que je suis pas dupe. Je sais bien que si il y a 2 jours, Trump il a dit il faut passer au deuxième shlav, bah, comme de par hasard, j'ai envie de te dire. Non, je suis pas dupe. Je ne suis pas dupe. Est-ce qu'on doit être content de ça? Aujourd'hui, on a entendu le Premier ministre israélien à la tribune de la Knesset, alors qu'il recevait le président de l'Albanie. Oui. Il a rappelé que on va passer au deuxième étape de l'accord en 21 points. L'accord de paix. Accord de paix. Avec qui? L'accord de paix.
avec les pires ennemis d'Israël. On est d'accord. Mais c'est évident. Maintenant, enfin, pas que. Il y a des pays parmi ces accords de paix qui sont censés être des amis Non, d'Israël. les 21 points concernent essentiellement Gaza quand même. Évidemment, mais non, tu me dis avec qui on fait ces accords-là? Ah non, Bah, a priori, il y a aussi dedans les États-Unis, il y a aussi, il n'y a pas que des ennemis d'Israël. Mais effectivement, il y a le Qatar, effectivement, la Turquie n'est pas notre meilleur ami pour l'instant, et même l'Égypte, avec qui on est en paix, c'est pas forcément nos meilleurs copains. Je ne sais pas quoi dire sur les Émirats arabes unis et sur l'Arabie saoudite, donc voilà. En tout cas, le fait est que il est évident qu'il y a un timing, mais le Premier ministre a rappelé aujourd'hui, la deuxième étape, c'est d'abord et avant tout la destruction du Hamas, le fait qu'il n'ait plus d'armes et que la bande de Gaza soit démilitarisée. ils ont dit oui. Ils ont dit on est prêt Alors, à c'est- enlever c'est les là- armes si on reste en politique. Et c'est là que je pense, je ne suis pas aux commandes, je ne suis pas Premier ministre, on l'a déjà dit 12 fois dans ce Face à l'actu qu'il faut rajouter une bénédiction le matin, voilà, le matin que je ne suis pas Premier ministre, mais je vais te dire ce que j'ai envie qu'il se passe. Je vais donner une référence qui va nous ramener loin dans les années 90, et dans une époque où je ne savais pas ce que c'était vraiment la Torah. Par contre, je savais beaucoup trop ce que c'était la télé. Et il y avait un film d'une nullité cinématographique absolument extraordinaire. Mais pour nous, les jeunes qui avons grandi dans les fin des années 80-90, on a joué sur toutes les plateformes possibles. Alors, les plateformes, c'est pas Internet, mais c'était les bornes d'arcade ou ma fameuse Super Nintendo Zatzal. On jouait au jeu Street Fighter 2. Voilà. Et après, dans les années 90, il y a un film Street Fighter 2 qui est sorti. Il m'a marqué ce film. C'était avec Jean-Claude Van Damme. Oui, monsieur. Et les auditeurs de Face à l'info, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment donné où il est censé être le chef d'une opération militaire pour détruire le crime organisé, machin. Et la politique s'en mêle. Et il y a un chef politique qui arrive et qui dit finalement, on va pas y aller, on va pas y aller, on va pas y aller. Et là, le colonel, il vient, il fait un discours et il dit voilà, on sait tous pourquoi on est là, on sait tous qu'est-ce qu'on doit faire, mais les politiciens ont dit on rentre à la maison. Et ils nous ont tué, je sais pas combien de gens, mais nous, on rentre à la maison. Et ils mettent en danger, machin, mais nous, on rentre à la maison. Et à la fin de son discours, il dit eh ben moi, j'ai pas envie de rentrer à la maison. Et je vais monter dans mon bateau et je vais aller détruire le mal et machin. Et t'as tous ces soldats qui disent ouais, et finalement ils y vont et ils lancent l'opération militaire contre la vie d'eux. Alors c'est un putsch, c'est un putsch. Mais moi j'ai envie de voir un jour nos soldats dire on part pas, on part pas de la bande de Gaza. C'est pas possible. Si c'est pour la donner à nos ennemis, on peut pas partir. Mais vous êtes en train de dire C'est un rêve. oui, mais dans votre rêve, Oui, dans mon rêve. c'est que l'armée soit prenne des décisions par elle-même, alors que le politique élu ne prenne pas de décision, en fait. C'est l'inverse. Normalement, dans un monde normal, Non, mais on élit des politiques qui veulent se faire réélire, et du coup, ils font des actes. Mais là, on est dans un autre... il y a une différence entre le rêve et la réalité. Ça, c'est mon rêve. Ou, tu sais, l'armée d'Israël, elle a quand même une particularité, c'est que on n'est pas une armée de métier. Ouais. L'armée d'Israël, c'est le peuple juif. C'est l'armée du peuple. Et c'est nous, c'est nos enfants. C'est ce que je te dis. Donc, ça, c'est le rêve. L'armée, elle est aux commandes de la Knesset. Elle est aux commandes du souverain, et le souverain en Israël, c'est la Knesset. Donc, il y a le rêve et il y a la réalité. Dans la réalité, je suis un républicain, démocrate, ce que tu veux, appelle ça ce que tu veux. Je pense qu'il faut garder la souveraineté d'Israël. La souveraineté, c'est la Knesset. Donc, évidemment que dans les faits, lorsque l'ordre sera donné, l'ordre sera donné. Et je vous rajoute, parce que moi, je me rappelle cette discussion que j'ai eue avec ma mère le 9 octobre, et elle me dit non, mais finalement, elle va rentrer, pas rentrer, c'était tous les débuts, et je lui dis nous, on va rentrer, ça y est, on est tous chaud patate, on est machin, c'est fini, personne ne sortira des Milouim, des réserves, tant que les otages ne seront pas rentrés.
En vrai, 6 mois après, ils nous ont dit: «Ça y est, vous pouvez rentrer chez vous», on est tous partis, hein. Ça veut dire, il y a la vie, quoi. Donc c'est ce que je te dis, il y a une différence entre le rêve et la réalité. Mais bien sûr qu'on a envie d'un sursaut populaire, on a envie d'un sursaut du peuple, on a envie que le peuple il sorte dans les rues et ils disent: «Mais jamais de la vie!» Et qu'est-ce qu'on va dire à tous les parents des plus de 900, presque 1000 soldats qui sont tombés? Quoi? Ils sont tombés pour qu'on donne la bande de Gaza pour créer en fait la Palestine. Je remets un peu les trucs, hein, mais c'est bien parce que ça devait être moi l'inverse. On Ouais, voilà, les choses. on change de rôle aujourd'hui. Normalement, si j'ai bien tout compris, hein, phase 1, les otages reviennent et D'accord. Israël se met sur la bordure jaune. OK? En attendant, c'est-à-dire on se Ouais. retire, Ouais, ouais. maintenant, phase 2, on, entre guillemets, «désarme le Hamas». Il doit Et on renvoyer des désarme armes. toute la bande de Gaza. On désarme toute la bande de Gaza. Il y a une coalition de militaires étrangers qui viennent gérer Gaza avec une technocratie. Bon, c'est pas très clair exactement. Dans cette technocratie, il y a une réalité palestinienne. Exactement. Et Israël, attention. Et Israël C'est ça. se retire. Non, Israël n'est pas. Israël se retire de la frontière d'avant la guerre du 7 octobre. En gardant un petit couloir sécuritaire. 300 mètres. Hein. Ouais. Normalement, c'est 1,5 km, mais pas partout, machin, il y a des trucs. On l'a signé cet accord quand même. Oui, On n'est pas dans les rues. on n'est pas dans les rues. C'est-à-dire que moi, vous me dites moi, vous, moi, on signe cet accord, on ne signe pas. Je m'auto-étire non signé. Regarde, là, on fait un face à l'actu, mais il paraît que mon rôle, c'est aussi d'amener une vision un petit peu plus toranique dans l'histoire. Oui, c'est que votre rôle dans C'est ça. règles. Donc je vais essayer de répondre à ça. D'abord, il y a une chose que la Torah nous enseigne au niveau de la guerre. Betachbulot ta'aseh lecha milchama. Ça veut dire que quand tu fais la guerre, tu dois être rusé. La ruse, elle est contre nous, là. Hein. Alors, quand tu me dis on a signé un papier, je pense qu'il serait de très bon ton. Oui, mais Il y a eu un papier. Oui, il y a eu un papier. Mais combien de fois vous avez manqué à votre parole? Il y a eu un papier, Todaraba. On n'a plus d'otages là-bas. C'est maintenant qu'il faut y aller. en fait, moi, c'est la première réaction que j'ai eue. Au tout début, je dis, ça y est, il n'y en a plus, on peut raser. Maintenant, on va reprendre ce passage et il va se faire copier dans LFI partout, etc. Faites-vous plaisir. Moi, il n'y a plus d'otages Israël à Gaza. On peut enfin s'occuper des civils, les faire partir. On peut enfin finir le travail comme il faut. OK? Mais c'est l'inverse qui est en train de se passer. C'est l'inverse qui est en train de se passer. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte, Araf, qu'il y a eu des otages à Gaza qui nous ont permis de continuer la guerre? Ils nous auraient rendu des otages après 6 mois, on aurait arrêté la guerre du 7 octobre? Ou alors on l'aurait fini. S'il n'y avait pas eu d'otages et qu'on serait resté sur les 1200 morts de la Nova et des kibbutzim, et qu'on avait réussi dès la première salve d'attaque pendant les 2 premiers mois, on ramène tous nos otages, direct, là on aurait pu, en 6 mois, terminer la guerre. Parce que plus personne n'aurait pu se cacher, on n'aurait plus eu de questions humanitaires, pas humanitaires, machin, nan, nan. Je peux être un peu... C'est bizarre comme question, hein, mais j'ai hésité à vous la poser, mais je vous la pose parce que vous me connaissez, très, très direct et très truc. Dieu a créé l'homme et c'est souffrance après souffrance, problème après problème. Ça fait pas 2000 ans, ça fait pas 3000 ans, ça fait 6000 ans, un peu moins, que c'est que des problèmes. Je ne vois plus l'intérêt, sincèrement, De l'homme. cette création de l'homme, de tout ça. Il y a du mal partout. Moi, je suis devenu, j'aurai plus les infos, mais même sans les regarder. On nous fait trembler avec l'Iran en ce moment. On va en parler d'Iran tout à l'heure. On nous fait trembler avec le Hezbollah. Regardez, le Hezbollah sur les armes. On m'a dit il y a 1 an que le Hezbollah était capoute. Moi, on me dit maintenant, on fait sauter, on fait exploser des centres d'armement du Hezbollah à 200 mètres de la frontière israélienne. C'est-à-dire, soit quelqu'un nous ment, soit on est des moutons et du coup, on suit des gens et on fait plus ce que fait, soit je vais acheter une ferme dans le nord d'Israël et débrouillez-vous. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'équation un facteur qui explique le constat que tu es en train de faire. Le facteur, il est qu'il a donné le libre arbitre à l'homme pour parfaire la création. Résultat des courses, c'est Dieu, il nous a laissé gérer. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait qui sont bien, pas bien, et des fois pas bien, et des fois bien, bien. Je pense que le monde dans lequel on vit est quand même vachement mieux que le monde dans lequel on était il y a 1000 ans, et il y a 2000 ans, et il y a 3000 ans. C'est beaucoup mieux aujourd'hui que ça l'était avant dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
tous les domaines. Je t'invite à aller. Moi, j'ai été, pas à Verdun, mais j'ai été avec mon père dans la région de Metz, à Saint-Avold, où il y a des cimetières américains de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, à perte de vue, à perte de vue. Et tu vois, c'est pas 900 soldats qui sont tombés, c'est à perte de vue. Et quand ça, c'est la Deuxième Guerre mondiale, mais quand tu vas à Verdun, dans les cimetières de la Première Guerre mondiale, tu as des cimetières encore plus grands et il n'y a pas de nom sur les tombes. Nous, on a ramené chaque soldat et chaque vie est importante. C'est Israël. Oui, mais le monde va mieux. Le monde va mieux, même par rapport à il y a 1000 ans. C'est sûr que c'est mieux. Mais c'est pas Je fini. suis pas sûr. En fait, moi, j'ai une contre, c'est sûr, ça. Non, au niveau physique, on mange mieux, on dort mieux, ce que vous voulez. Mais au niveau du stress permanent, on est sur une cocotte minute et on est stressé H24. Ouais, d'accord. Et à l'époque, il y a 1000 ans, tu étais stressé H24 de te faire bouffer par un lion. Je pense pas que la vie, elle était peinard il y a 1000 ans. Pas peinard, mais il y avait moins d'informations. On était moins Tu étais moins informé. immergé Naron. de toutes parts, de toutes C'est vrai. informations. Donc, tu étais plus un enfant qu'aujourd'hui où tu es un adulte. Et c'est Nahon. Un adulte, il a plus de responsabilités, il a plus de stress. Mais c'est mieux d'être un adulte que d'être un enfant. C'est plus facile d'être un enfant, mais c'est mieux d'être un adulte. La responsabilité, bah, c'est parce qu'on en vaut la peine. On en vaut la peine. Donc, non, c'est qu'Akadosh Baruch Hu ne détruise pas le monde, tout va bien, on est très content d'être là, et on continue à bosser pour faire que ce soit encore mieux. Il y a des problématiques à régler, c'est sûr. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'autruche. Je rappelle que quand je te disais qu'on doit faire la guerre avec ruse, et c'est pour ça que je t'ai dit, il n'y a pas de raison de ne pas détruire. Tu sais, il y a dans le Tanakh, dans la Bible, on voit dans le livre de Yehoshua, de Josué, que les Givonim sont venus et ont fait un accord avec nous, mais un accord fallacieux. Ils nous ont menti, disant qu'ils venaient de très loin, et en fait, ils étaient à l'intérieur de la terre d'Israël. On a fait un accord avec eux. Mais cet accord, il est caduque. Cet accord, on aurait pu le détruire. Finalement, Yehoshua ne va pas le détruire, il va même aller à leur aide. Pourquoi? Parce que, nous disent dans Sage, parce que c'est le premier accord international qu'on fait. Si on l'avait déchiré à juste titre, les nations auraient dit ah, Israël ne respecte pas sa parole. Mais de toute façon, les nations disent Israël ne respecte pas sa parole. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle dîner tochecha. Ochiach tochiach et amitecha. C'est une mitzvah qu'on a entre nous. Que quand je vois mon frère juif partir en cacahuète, je dois lui faire une remontrance. Mais parmi les lois de ce dîner tochecha, je dois lui parler un langage qu'il va comprendre. Si j'extrapole maintenant sur les gens qui ne sont pas dans le peuple juif et sur mes ennemis, je dois parler la langue qu'ils comprennent. Point. Et mes ennemis, qui sont des menteurs, qui sont des meurtriers, ça j'en parle même pas, mais là on parle de respecter des accords. Mais tous les accords qu'on a signés avec eux, ils l'ont bafoué, quel que soit le cessez-le-feu. Donc il n'y a pas de raison que moi je sois le seul à respecter mon accord. Vous, moi, je pense que c'est évident que si jamais on avait, nous, à choisir, on le ferait. On a élu des gens. Très bien. On a élu Benjamin Netanyahou. On m'a reproché de dire Benjamin au lieu de Binyamin. On a élu Binyamin Netanyahou. On a élu tous ces gens-là. Ces gens-là ne font pas ce que veut le peuple. Et c'est évident. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. Parce que personne ne se pond. Il y a 2-3 chaînes YouTube. Il y a nous, face à l'actu, on n'est pas content et on le dit. Mais il n'y a pas de manifestation dans la rue de dire, écoutez, c'est impossible qu'on réouvre Rafah, sachant qu'on a perdu, j'ai noté, on a perdu 48 soldats à Rafah. 48 soldats. Juste là-bas. Juste là-bas. Et non, demain matin, on va passer à autre chose, et puis l'Iran va truc et machin. Et en fait, on avance dans l'histoire comme ça, et on passe d'une chose à une autre. Alors, c'est là que je reviens avec le côté un petit peu plus optimiste. Vous l'avez jamais quitté pour l'instant. On a élu un gouvernement, il fait pas ce qu'il faut, ou il fait pas ce qu'on attendait qu'il fasse. D'abord, je rappelle à tout le monde que dans un an, il y a des élections. Vous avez vu les partis. Je veux pas être méchant, mais on peut parler de l'association Bennett Lapide à Zenkot, on peut parler de tout ça. Mais rien n'empêche le peuple de ne pas aller voter pour tous ces gens-là
et de décider de voter pour un futur parti peut-être qui va se créer ou, je sais pas, il y a des partis Ça fait des années qu'on vote par dépit. mais j'entends bien, Vous-même, vous votez un tel, pas parce qu'il vous représente comme vous voulez, mais parce que ça vaut mieux lui que lui. ah mais non, mais moi, par exemple, je vais te donner un exemple tout simple, moi, il y a c'est en c'est quoi? 2015, je crois, je me rappelle plus quand est-ce que c'était, quoi, mais quand il y a eu, le moment où Naftali Bennett était devenu le patron de Yamina, Ouais. j'avais non seulement voté pour lui, mais j'avais même, encouragé les gens à voter pour lui, machin et je votais plus. Là, pour ce coup-là, je votais pas par dépit. Je me suis dit: «Il y a un projet et le mec, il m'a l'air bien» et il m'a menti! Mais il m'a menti, bien comme il faut. Donc évidemment que, bah, OK, je t'ai fait confiance, tu m'as proposé un truc, mais tu m'as menti, mais d'une façon incroyable et maintenant tu viens et tu essayes de vouloir remplacer le gouvernement en place. Va pas falloir compter sur ma voix là pour ce coup-là, c'est sûr. Mais est-ce que c'est qu'un dépit? Non, il peut y avoir quelqu'un qui propose quelque chose ou qui le propose déjà ou qui va le proposer. Mais c'est pas le problème. Je dis simplement que c'est le peuple qui choisit. Et le peuple, Eh ben, il faut qu'il choisisse. ça fait 20 ans que Benjamin Netanyahu est au gouvernement, ça fait 20 ans qu'on sait que ces décisions sont des décisions de gauche et n'en plaisent à tous les francophones qui lisent la politique à travers je ne sais pas comment, mais Benjamin Netanyahu prend des décisions de gauche, notamment par rapport à cette guerre, ça se voit tous les jours dans tout ce qui se passe. Et on continue de voter pour lui, et par dépit, ou même pas par dépit, par embrouille et l'odama. Moi, je suis là, Arabe, je vous dis sincèrement, je vais acheter une ferme dans le Nord et on va aller acheter des vaches et on aura du lait tous les matins et débrouillez-vous. Voilà. Bah écoute, je viendrai, Mais c'est pas ça le projet. j'aimerais acheter du lait, mais Mais c'est pas ça le projet. Je- Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On n'est pas venu en Israël pour se réfugier dans je des. sais pas si je l'ai déjà dit face à l'info, mais j'en suis convaincu. Benjamin Netanyahou a fait des choses extraordinaires pour le pays, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique. Il a eu des réussites incroyables et on l'a dit quand on a parlé de les 12 jours de guerre en Iran, c'était une théouza, c'était une force et très bien, très bien. On est tous d'accord. Non, d'un autre côté, je suis intimement persuadé que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé parce qu'on avait besoin de lui pendant les 20 dernières années. Et dans la même intime conviction, je suis persuadé que si on veut passer à la prochaine étape de la Géoula, ça ne doit pas être lui. Parce que le rôle qu'il joue, c'est un rôle X, et c'était très important parce qu'il fallait passer par ce rôle-là, mais on a maintenant un autre rôle à jouer dans la Géoula, et donc ça doit être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui sera le quelqu'un d'autre, mais c'est évident qu'on ne peut pas reprendre les mêmes et on recommence et ça va changer. Non. Là, nous sommes en train de dangereusement nous faufiler vers Oslo, troisième du nom, à Gaza. Parce que si on ne fait rien, eh bien, ta technocratie, elle va se mettre en place et il suffit que Donald Trump il dise « Maintenant, ça suffit vos bêtises, vous me faites un État et on n'en parle plus. » Et boum, j'ai un État palestinien à Gaza. Et c'est là que j'amène le côté œil positif. Je pense qu'on a suffisamment compris dans cette guerre qu'on ne sait pas tout. Et qu'il y a des tenants et des aboutissants qu'on n'a pas. Et il y a des projets en sous-marin du sous-marin qui se mettent en place. Donc vous faites confiance au Bibi. Je dis qu'on a suffisamment vu de moments, les 12 jours en Iran, c'est un exemple, où on était à milieu de penser qu'il allait se passer un truc. Les vipères, et les beepers et machin. Et donc tu vois qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place. D'un troisième côté, je ne connais pas non plus l'avenir. Je ne sais pas si, en disant, oui, on va faire, tant qu'il n'y aura pas la fin de la démilitarisation, on ne discute pas. Et je sais aussi que cette démilitarisation, elle sera faite uniquement par Israël, parce qu'aucun soldat turc ne pourra démilitariser Gaza. Et je sais aussi que cette partie-là va prendre énormément de temps. Et on n'est pas à l'abri d'un scénario. Je te propose un scénario. On va faire un jour un concept
on va réunir plein de gens et chacun va donner son scénario de la Géoula. D'accord. Chacun a son. Je te propose un scénario, ok? On est parti sur le Shlav Bet, on est parti sur la démilitarisation de toute la bande de Gaza, plus une arme, machin. Ça prend du temps, le temps que ça prend. Tant que c'est pas fini, on part pas. De toute façon, nos soldats sont là puisque c'est eux De la qui vont dans le boulot. La bordure jaune. Bordure jaune qui d'ailleurs, Recule plus peut-être. non, avance, Ah bon? bien sûr. Ça dépend. Tous les soldats sur place. Alors peut-être que ça va changer maintenant, mais en tout cas, moi je dis, allez, dans 2 ans, ça, on est toujours dans le projet démilitarisation. Et parce que la conjoncture actuelle de dans 2 ans, machin, se met en place, il y a des groupes de juifs qui arrivent et qui feront une implantation là-bas. Et encore une. Et encore une. Je suis dit Samarie. En Judée-Samarie, les routes sont construites tous les jours et en fait, le terrain est de plus en plus israélien de fait. On n'est pas à l'abri qu'il se passe la même chose dans la bande de Gaza. Et que tu te réveilles dans 20 ans et qu'en fait, il y a 4 villes juives, 2 universités dans la bande de Gaza, mais rien n'a été officialisé. On n'oublie pas non plus que le président Trump est un président qui est ami d'Israël, certes, mais qui est d'abord et avant tout un ami des États-Unis, un ami des intérêts économiques américains. On a entendu par rapport au Groenland qu'il a dit j'avais pas l'intention de le prendre de force de toute façon, mais c'est ma technique. C'est ma technique de négociation. Je demande des trucs pas faisables, et je le sais. Sur des Et trucs. comme ça, en fait, ce que je veux, c'est autre chose. Donc voilà, on va faire un accord avec le Groenland et en fait, on en sortira gagnant et tout va bien. Je dis que si tu montres à Donald Trump que ça vaut le coup pour lui que ce soit Israël qui gère, ben il changera ses 21 points et dira on fera le point 21 bis et c'est Israël qui gère. Il faut lui montrer. Je reviens sur ça. Moi, je suis ni politicien, ni Premier ministre, ni c'est pas prévu en tout cas. Qu'est-ce que je fais moi tous les jours pour en voyant toutes ces informations, ces trucs-là, agir? Continue à influencer Da'at Kahal. On continue à influencer les consciences. On fait du face à l'info. On va faire des cours de Torah et on explique que Retzoat Haza, la bande de Gaza, c'est une partie de la terre d'Israël. Que la Torah nous a donné, Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné cette terre. C'est tout. Tu sais, je vais te dire. J'ai vu un débat. Il y a Motzei Shabbat. J'ai vu un débat. J'étais en train de ranger ma maison. J'étais en train de ranger ma maison après Shabbat. Et j'ai vu le débat qu'a fait Simon Moss avec Thomas Guénolé. Tu sais quoi, moi, je ne remets pas en cause son témoignage de son séjour en prison à Ktziot. Je ne remets pas en cause ce qu'il dit. Qu'il y ait des soldats israéliens qui n'aient pas été tendres avec lui, c'est très probable. En même temps, quand tu viens en zone de guerre et que tu viens un truc, j'attends pas qu'on t'accueille dans un hôtel 7 étoiles. Maintenant, je ne rentre pas dans ça. Je dis simplement que j'ai vu le débat et je félicite Simon Moss, d'ailleurs, pas que dans ce débat-là. Je félicite véritablement Simon de prendre la défense d'Israël et de le faire de manière extrêmement professionnelle et très bonne. Donc, vraiment, kol hakavod, et je voudrais le renforcer là-dedans. Même s'il y a des fois où je me dis, mais j'aimerais bien sauter dans la vidéo, parce que je me dis, mais attends, là, t'as oublié de dire un truc. Il faut aller donner cet argument-là, faire des trucs. Il y a eu toute une partie du débat où ils ont parlé d'archéologie, et Simon, il était sur la ligne directrice de non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ils ont parlé un peu d'archéologie, la stèle de Deldan et tout ça. Mais il y avait plein d'autres arguments archéologiques à amener. Et bon, ça, c'est ma casquette de guide. Je me dis, mais pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Pourquoi tu n'as pas parlé de ça? Mais c'est-à-dire, je pense que la vraie problématique, et je ne demande pas à Simon de le faire, parce que je ne sais pas si lui, il a envie de le faire, mais de manière générale, on a peur de le faire parce qu'on a peur du qu'en dira-t-on. Mais moi, je pense qu'il n'y a absolument aucune autre solution. Et c'est pour ça qu'au début du débat, ils ont tous les deux dit quelque chose et je ne suis pas d'accord avec eux. Ils ont demandé, le médiateur, il a dit, est-ce que c'est une guerre de religion à Gaza?
Dis non. Ils ont dit tous les deux non. Mais si, c'est une guerre de religion. Ce n'est pas seulement une guerre politique ou une guerre diplomatique ou pas du tout. Absolument pas. La notion du divin dans la région est centrale. Et ce n'est que par ce prisme-là qu'on peut avoir un dialogue. Donc moi, je pense qu'il faut le dire, que la bande de Gaza, comme toute la terre d'Israël, est à nous, pas parce que on était là en premier. Tout le débat a tourné autour il y avait les Cananéens, pas les Cananéens. C'est vrai, c'est très bien ce qu'ils ont dit. Est-ce que Simon a répondu que tous les peuples que Thomas Guénolé a amenés, qui étaient là avant nous, ou en même temps que nous, n'existent plus aujourd'hui? Mais d'abord et avant tout, on n'est pas là parce que historiquement, on était là avant. On est là parce que Dieu nous a donné cette terre. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte de rappeler la providence. Les États-Unis rappellent dans chaque haut fonctionnaire qui prête serment, il prête serment sur la Bible. Dans chaque dollar américain, on rappelle le nom de Dieu. Et nos interlocuteurs musulmans parlent de Dieu toute la journée. Il faut le dire. C'est ça qui permettra de régler le problème, je pense. Vous avez parlé la semaine dernière de la responsabilité des rabbinim. Tout à fait. Le Rav Ovadia Yosef, quand il a vu que le monde séfarade n'était pas représenté suffisamment à la Knesset, il a créé un parti qui s'appelle le parti Chasse. Tout à fait. Où sont nos rabbins sionistes pour créer des partis politiques sionistes avec des gens sionistes, Torah sionistes qui font ça? Nous, on parle de Trump, de machin, de trucs. Les rabbins sont pas capables de s'asseoir ensemble pour discuter de halakha. Et vous voulez que dans la Géoula, dans ce qui va arriver, non seulement on s'assoit ensemble, en plus on est d'accord, et en plus on règle les problèmes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Dans les choses de base de tous les jours, on n'y arrive pas. Je vois des trucs tout simples, l'homme et la femme, les machins, des trucs qui sont censés être aujourd'hui en 2026, même plus une question, on n'arrive pas à les régler, on n'arrive pas à créer un Sanhedrin, on n'arrive pas à asseoir trois rabbins ensemble et à laisser tomber le monde orthodoxe. Nous, le monde sioniste, on n'a pas 1000 rabbins, on en a à tout casser 100 gros rabbins sionistes qui pèsent entre guillemets dans le jeu du monde sioniste en Israël. Il n'y a pas, ça n'existe pas, j'ai vu aucun parti monter comme ça, propre ça. Prenez Merkazara vers la mort. Même eux, ils se sont séparés. Alors, 2 secondes. D'abord, lorsque Chasse a été créé, il n'y avait pas de parti qui représentait le judaïsme séfarade. Oui, non, mais c'est ça. Ok. Il n'y avait pas, et du coup, ils ont créé. Mais aujourd'hui, il y a 2 partis qui représentent le sionisme religieux. Il y en a un qui s'appelle Otzma Yehudit et il y en a un qui s'appelle Hatzionut Hadatit. Les deux sont plus ou moins les partis du sionisme religieux. Est-ce qu'ils les représentent bien? Ça, c'est un autre problème. Mais Non, c'est pas les rabbinim, alors. Non, mais d'accord. Donc, non, c'est-à-dire que c'est des. c'est-à-dire que C'est comme il y a si- déjà des partis politiques. Non, Maintenant, mais- quand tu dis Mais c'est pas des partis qui représentent le monde religieux sioniste, parce que le Rav Ovadia Yosef, on n'aime pas. il n'était pas Chaver Knesset. Non, il était pas RTZ, mais c'est lui qui mettait le tempo. C'est lui qui mettait le tempo. Bon, Bah, moi, c'est aujourd'hui, ce que je veux. aujourd'hui- Il y a un rabbin qui soit à la cachette parce qu'il comprendra pas mes problématiques en tant que médecin. Pas, Oui. Mais je veux un rabbin qui dise attends, moi, je veux dire, mais non, mais je suis d'accord avec toi. Je dis juste qu'il y a déjà des partis qui existent. La question, c'est est-ce qu'on va créer un autre parti un parti, par exemple, il y a eu. Yarad, Nune, Payam. Non, pas Yachan. Il y a eu le parti Noam. Noam est créé. Et Ok. qui a été créé par le Rav Tao, par la Shiva de Haramor, qui s'occupait pas de politique extérieure, mais plus de combat contre le wokisme et tout ça, machin. Ça a été créé. Ça a eu 2 sièges, je sais pas quoi. Alors, toi, tu viens, on crée un autre parti. Mais Non, moi, j'ai c'est toujours le même problème. pas dit je veux un parti. Moi, je veux que les rabbins. Je suis d'accord. Je pense pas qu'il faut créer un autre parti, c'est pas ça le truc. Je pense qu'il faut qu'on arrête de penser qu'on va faire partie du gouvernement. Il faut penser qu'on doit être ceux qui dirigent le gouvernement. Le sionisme religieux doit diriger l'État d'Israël. C'est tout. Igia Azman, le temps est arrivé. Le temps est arrivé, d'abord au niveau démographique de plus en plus, mais au niveau idéologique, le temps est arrivé. Est-ce que ça doit être un rabbin? S'il a les qualités politiques et qu'en plus il est rabbin, pourquoi pas? Mais j'attends pas du rabbin d'être un homme politique forcément. Par contre, j'attends du rabbin qui parle de politique toute la journée. Parce que quand on dit non mais les rabbins ils doivent pas s'occuper de politique, alors ils s'occupent de quoi? De schnitzel? C'est important la cacheroute, bien sûr. Mais Akadosh Baruch Hu, Dieu n'est pas le grand rabbin du monde, il est le maître du monde. Donc la cacheroute est important pour Dieu, mais la politique de la terre d'Israël et du peuple juif en terre d'Israël, c'est aussi Torah. Ce que disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, politika shel Eretz Israël, c'est Torah. Le Rav Cherki dit toujours cette phrase, et il dit, un jour viendra
où même les rabbins devront accepter la véracité du judaïsme? Je 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 vais critiquer, mais la foudre, le ciel va me tomber sur la tête, hein. Le Rav Cherki n'a pas fait de parti politique, n'a pas lui-même engagé de politique plus que ça. Oui, il l'a engagé à voter un tel, mais comme, moi Alors, j'influence mon frère, de lui dire: je, «Je je vais, je vais faire l'avocat, pas du diable, mais l'avocat du rabbin. attention au ciel». Hein, je vais faire l'avocat du rabbin. En l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que le Rav Cherki, il y a de cela 20 ans, il était à l'intérieur de ce qu'on appelait Manigout Yehudit, qui était Ouais. la version toranique à l'intérieur du Likoud. Bon, ça n'a pas marché, mais il y était dedans. Après, au niveau des actions actuelles du Rav Cherki, elles ne sont pas sur le terrain politique officiel, mais elles sont sur le terrain politique en dessous. On parle, sans parler de mettre en place une constitution, de créer des groupes de... Il se passe des choses. Maintenant, il y a des rabbins qui sont plus sur le front au niveau de la politique claire et ouverte, et d'autres qui travaillent plus en sous-marin parce que En abracha shora, ela bedavar shesamui min ha'ain, la bracha, elle est là où c'est pas dévoilé. Mais prends un rabbin comme le Rav Shmuel Eliyahu, qui lui prend position sur toutes les causes actuelles. Son fils est ministre du gouvernement. Alors, est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait pas bien? On peut débattre. Mais je veux dire, il y a des choses. Est-ce que c'est assez fait? Non, c'est pas assez fait. Est-ce que le Rav Shmuel, il doit prendre plus de position et être plus vindicatif? Je pense que oui. Est-ce que lui, il a des infos que moi je n'ai pas et pourquoi il est avec plus de retenue? Peut-être, certainement. On est sorti d'Égypte, on a demandé de couper la tête au bélier parce que vous devez être indépendant, vous devez chacun avoir sa sortie d'Égypte. C'est pas du Moshe qui vous sort, c'est chacun sort d'Égypte. C'était ça le principe. Donc on n'est pas censé être des moutons. On est censé chacun comprendre un peu tout ce qui se passe et avancer et nous-mêmes prendre des décisions, etc. Là, ce que vous me dites, c'est il y a des choses qu'on ne sait pas. Fais confiance parce que c'est des gens qui sont au gouvernement Et là, et je te dis c'est pas, sûr je qu'ils te dis pas sois aveugle, mais je te dis, En la dayan et la mais avod. dans les faits, venez. Alors, Non, mais pas dans les faits, venez on truc. Gaza, on est en train de le perdre, hein, alors qu'on a passé 2 ans de guerre, etc. Non, mais- Le Liban, non, mais je t'ai dit qu'il fallait aller dans la rue. Je t'ai dit qu'il faut aller dans la rue. donc l'objectif, c'est de faire des manifestations. Là, on est dans une démocratie. Dans une démocratie, on a parlé tout à l'heure, pas qu'on ressorte des trucs. J'ai parlé du rêve du putsch, mais c'est un rêve. Je veux pas qu'il se réalise comme ça. Je veux qu'il se réalise de manière démocratique. Donc, comment ça marche dans une démocratie? Si t'es pas content avec tes représentants, eh ben, yallah, on change les représentants. Alors, il y a les élections dans un an, mais tu peux aussi aller dans la rue et dire non, il n'y a pas. Alors, je lance. Le monde francophone, sioniste, on est là, on est entre nous, on est face à l'actu, on a des gens qui nous écoutent. Il faut le faire. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est quand tu fais un truc et que ça fait un pétard mouillé, ça discrédite le Alors, truc. Alors, donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent en sous-main pour réunir des forces pour que quand tu sortes, ça fait quelque chose. Parce que le meilleur moyen de ne pas réussir, c'est de sortir pas prêt. Alors oui, c'est vrai, tu dis, non, mais il faut se motiver, il faut le faire. D'accord, mais si tu le fais mal, ça va décourager encore plus après. Est-ce que il n'y a pas des cohortes? En fait, après mettre en place des lieutenants, là, tu me dis le monde francophone en Israël. D'accord, le monde francophone, il y a des gens qui peuvent réunir le monde francophone, mais le monde francophone doit se réunir à quelqu'un d'autre. Pour que ce quelqu'un d'autre soit aussi avec quelqu'un d'autre, et qu'à la fin, tu arrives avec 1 million de personnes dehors. on est d'accord. C'est ça qu'il faut. C'est là, ça veut dire, mais le monde francophone, on est entre nous, on est tous sionistes. Je connais pas un Français qui est pas sioniste. Alors, plus ou moins sioniste, plus ou moins, même le monde harid. Et oui, mais bien sûr. Sioniste. On n'arrive pas à s'asseoir ensemble. Moi, c'est ça. Moi, je suis ébahi devant le. Mais Arav, combien de vidéos de Oro d'équilibre il y a en Torah Box et combien de vidéos de Torah Box il y a dans Oro d'équilibre? Combien il y a de partages, d'échanges 2 secondes. de. Je suis persuadé que si tu proposais à Torah Box une vidéo sur est-ce qu'il faut donner Gaza aux Arabes, je pense qu'on a absolument la même ligne directrice entre Torah Box et Oro Kelim. À mon avis, le débat, il n'est pas là. Après, si tu veux qu'on fasse une vidéo de savoir est-ce que Arshav c'est Géoula, malgré les problèmes qui peuvent arriver à Gaza, là, il va y avoir marloquette. Mais je remets absolument pas en cause le fait qu'on est dans un processus de Géoula. Et même si Khalila vechaz veshalom, Bémet, la bande de Gaza est administrée uniquement par des Arabes et le Hamas est là,
Même ça fera partie du processus de la Géoula. Et même ça sera une étape pour arriver à un final qui sera bien. Donc ça, j'ai aucun doute. Je dis, d'un autre côté, on est face à une nouvelle réalité. Cette réalité, c'est une opportunité. Est-ce qu'il y a un dirigeant israélien qui va avoir le courage de dire à Trump, au monde, Zé Shelanu, point. Et c'est nous qui allons administrer la bande de Gaza. C'est tout. C'est tout. Finito la comédie. Ou alors, j'affabule, d'accord? Ça met 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour démilitariser. Après, tu as le conseil de la paix de je sais pas quoi qui vient et qui gère. Et tu sais ce qui se passe? Eh ben, ils refont des problèmes parce que ils ont fait des problèmes. Et ça nous amène à 10 ans plus tard. Dans 10 ans, d'après les projets qui ont été mis en place par le ministère de la Défense israélienne, on est censé, dans 10 ans, être de nouveau indépendant au niveau militaire. Ah, bah tout d'un coup, dans 10 ans, suite à tout ce qui s'est passé, eh ben cette fois, on vient, on ne demande à personne, et on fait les choses. Et on finit. Et donc, en fait, tu aurais été 10 ans de... Hein, et machin. Sauf que, dans 200... combien c'est 214 ans, on est en 5786, pendant 214 ans, peut-être Bezrat Hachem avant, ce que tu veux, mais dans 214 ans, c'est sûr, c'est finito. Et là, tu te retournes et tu dis, c'est quand qu'on a enfin fini de conquérir la bande de Gaza? C'était en 2036. Bon, mais en fait, tout avait commencé déjà en 2026. Mais, et en fait, on regardera avec le recul, et ces 10 ans-là, bah, on dira, bah, c'est la même chose. Mais nous, on est en plein dedans. Donc, nous, on est en plein dedans, c'est normal qu'on soit en tempête émotionnelle, comme tu as dit. Mais au final, on gagne hein, dans le. J'ai vu le film. À la fin, c'est nous qui gagnons. Et à la fin, oui, Am Israël, il est également à Gaza. Et Gaza est la Riviera. Et c'est un endroit magnifique. Et tout le monde vient faire du tourisme là-bas. Est-ce que les enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 4 ans et 3 ans feront la guerre à Gaza? Bah, déjà, ils font la guerre à la maison. Oui, mais ça, c'est, tu vois, Ça, c'est un autre mais problème. non, mais c'est ça. C'est ce qu'on va encore perdre des chamottes. On va perdre des gens. On va continuer à faire la guerre. Moi, je vois, je reviens sur ça. On me dit, il y a des entrepôts du Hezbollah à 200 mètres de la frontière israélienne. Oui, Mais je comprends pas. qu'est-ce qui Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Je vais pas te dire mais ça. Moi, ce qui me fait, ouais, ça me rend fou, c'est la banque Matarot. On a une liste de cibles, de cibles. Mais si tu as la liste, fais tout péter. Qu'est-ce que t'attends? On tient, il y a un truc, c'est dangereux, mais pas trop. Alors, je sais pas, Je comprends. est-ce que cet entrepôt d'armes, c'est un nouveau ou c'était déjà là, mais on ne s'en était pas encore occupé? Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois que à l'extérieur d'Israël, je vais pas te dire que c'est un sans faute, mais ça s'est quand même vachement bien passé. À l'extérieur À d'Israël. l'extérieur d'Israël, c'est-à-dire Liban, Syrie, Iran, je vois que depuis 2 ans, ça se passe pas trop mal. En parlant d'Iran. Oui. Attends, je dis juste, donc par rapport à ça, je sais pas comment ils gèrent l'entrepôt, machin. Ah, dans la bande de Gaza, c'est plus compliqué. Non, c'était plus compliqué parce qu'on avait nos otages et qu'on a décidé que la vie de nos otages était une valeur sur laquelle on ne revenait pas, la vie ou le corps de nos otages, Et c'est bien. ou pas. Ça veut dire Je sais, c'est pas politiquement correct ce que je viens de te dire. mais non, on est là pour ça. Parce qu'on peut se dire la vérité, parce qu'on se dit, Mais enfin, vous savez que d'après la halakha, c'est évident que on ne met pas en danger des soldats vivants pour aller sauver des corps. C'est une évidence. Il n'y a même pas débat. D'autant plus que quel que soit l'endroit où ils étaient enterrés, ils étaient en terre d'Israël, dans la bande de Gaza. On ne devrait même pas mettre en danger les soldats pour aller récupérer le corps d'Eli Cohen, parce que lui aussi, il fait partie de la terre d'Israël, là où il est. Donc, c'est évident qu'au niveau toranique, la vie de mes soldats ne vaut pas moins, et elle vaut plus que les corps des gens qui ont été malheureusement tués dans la bande de Gaza. Est-ce que la vie de mes soldats vaut moins que les chatoufim, les otages qui étaient encore en vie? Ben non, elle ne vaut pas moins.
Est-ce que je dois aller les chercher? C'est une obligation morale? Nous, on le fait. Mais est-ce que c'était bien de l'avoir fait comme ça? Je suis pas contre, au contraire, d'avoir ramené nos otages. C'est très bien. Mais c'est pas comme ça qu'il fallait le faire, à mon avis. Tous d'accord, mais je pense que ça, il y a personne qui est pas d'accord, sauf certains qui oublient qu'il y avait des solutions plus rapides, plus efficaces pour que les otages rentrent. Je rappelle qu'on avait coupé l'eau, coupé l'électricité, on aurait tenu 60 jours de plus, il y aurait peut-être eu 40 000 morts, gazaouis, mais les otages seraient rentrés de force. Mais Je pense même pas qu'il y aurait eu 40 000 morts gazaouis. Je dis simplement que c'est sûr qu'il y avait des choses à faire. Et pour prévenir que ça n'arrive plus jamais qu'on prenne des otages israéliens ou juifs, bah, tu montres que tu négocies pas. à la Poutine, c'est-à-dire il y avait le la Mais à la tout le monde. non, mais Non, mais qu'est-ce que tu me racontes, Poutine? Ah, mais les États-Unis, la France, l'Angleterre, il n'y a pas, on ne négocie pas avec les terrorismes. non, mais Non, mais les États-Unis et l'Angleterre, il n'y a pas. la prise d'otages dans le théâtre, Oui, oui, oui. où il a tué et les otages et les trucs. Bon, Il n'y a pas, on ne discute pas avec les preneurs d'otages. Oui, mais depuis, il n'y a plus de prise d'otages. Parce que ça ne marche pas. Si tu sais que tu prends des otages, ça ne va rien faire. Mais si tu, à l'inverse, tu sais que quand tu prends des otages, tu peux mettre l'État d'Israël à genoux, il y a un problème. Donc, aller nous battre pour aller les récupérer, d'accord, mais faire des accords pour libérer, machin. Mais quand on te dit qu'il faut une loi pour la condamnation à mort des terroristes, et que j'entends des grands pontes de gauche en Israël dire « Mais ça sert à rien, ils sont prêts à mourir de toute façon !» Il dit « Mais t'as pas compris, c'est pas pour ça. On sait qu'ils sont prêts à mourir. c'est pour pas qu'il y ait des monnaies. Mais c'est pour marquer de monnaie d'échange. Si le terroriste il est mort, bah, tu pourras pas le libérer. » Donc ça, c'est une évidence. D'un autre côté, une fois qu'on a dit tout ça, on est en train de construire l'histoire. On est en train de construire l'histoire du peuple juif, l'histoire du monde. Ne crois pas que ça va s'arrêter comme ça. Et même s'il y a une Yérida, elle sera l'Etzorech Aliyah. C'est un grand principe du Rav Kook. Dans la Géoula, il y a Yéridot, mais elles sont pour remonter. Ces chutes ne sont pas des chutes et puis c'est tout, mais elles nous permettent après de remonter. Je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai des questions sur les rangs, mais j'ai une dernière question sur notre sujet. Alors, imaginez, vous avez 18 ans. Vous devez aller à l'armée. Vous y allez en vous disant, je vais être comment on s'appelle, le suiveur de ce que mes politiciens disent, etc. Ou est-ce que vous dites, je vais à l'armée parce que je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu, je viens au nom d'Hachem et je viens récupérer ma terre. Dans quel mood vous rentrez, si vous devez rentrer à l'armée maintenant, dans quel état d'esprit vous rentrez? 2 et 1. Je vais à l'armée parce que c'est une mitzvah. C'est une mitzvah d'aller protéger le peuple d'Israël qui est en danger. C'est une mitzvah de ne pas voir ton frère en danger, de ne pas aller l'aider. Donc, je vais à l'armée parce que c'est une mitzvah Hashem. Et en plus de ça, je fais partie de l'armée de Yoshua bin Nun et je suis là aussi pour conquérir la terre d'Israël. Nachon. Donc, je vais parce que Dieu m'a dit d'y aller. Et le bras armé, le bras opérationnel de Dieu, ça s'appelle l'État d'Israël. C'est pas Et ça, c'est l'État d'Israël. Nachon. Tzahal est un bras de l'État d'Israël qui lui-même est un bras de Dieu. C'est-à-dire, l'armée d'Israël ne prend pas des décisions toute seule. C'est pas elle qui décide. Encore une fois, Une problématique sur ça, hein, que l'armée ne donnait pas toutes les informations au gouvernement, que l'armée... tu es en train de me dire qu'il y avait des problèmes dans le fonctionnement de l'armée. Ok. Moi, tu me demandes à moi, c'est quoi l'idéal? L'idéal, j'ai 18 ans, c'est ça qu'il faut faire. Et tu sais, toi, tu me parles de tes enfants. Tu parles de tes enfants, ils ont 4-5 ans. C'est Dieu le bénisse. Mais c'est dans longtemps. Ah. Mon fils, il a 15 ans dans 2 jours. Dans 2 jours. 2 jours, hein, Bezrat Hashem. Hein, c'est... Hein, on se rend pas compte. Hein. On a commencé à faire des cours et il était en couche. Qu'est-ce qui se passe? Mais il sort de la crise d'adolescence ou il y rentre? Oh, je pense que là, on peut dire qu'il y est bien dedans. Baruch Hashem. On est en plein dedans. Mais alors, je ne sais pas si c'est dans 3 ans qu'il va à l'armée. J'espère qu'il va à l'Yeshiva d'abord, machin. Mais c'est demain, quoi. Ah oui. C'est demain. Et moi, je me vois
Je viens de finir les Milouim, je viens de recevoir là cette année, qu'est-ce que je raconte cette année là? Il y a 3 semaines, 2 semaines, j'ai reçu le message, ça y est, vous êtes dispensé des Milouim, vous avez fini. 40 ans, on est vieux. Mais c'était hier que moi je suis rentré à l'armée. Et je m'en souviens, je me revois, et je comprends pas pourquoi je rentre plus dans l'uniforme, qu'est-ce qui a changé chez moi? J'arrive pas à comprendre. Mais Vous avez grandi. voilà, ça doit être ça. Et je vois mon fils qui demain va rentrer. Alors, c'est une fierté énorme. C'est une fierté énorme de voir ses enfants continuer à être ceux qui sont en train de faire avancer la Géoula, de ceux qui sont en train de protéger Am Israël. C'est une fierté extraordinaire, mais évidemment qu'il y a une peur incroyable. Enfin, pas une peur, mais une crainte. Et Crainte de quoi? on est des parents. Oui, mais de subir un État qui va Non, envahir votre enfant non, mais l'homme jamais. parce que Et même si l'État il décide demain de dire allez, c'est terminé, on conquiert tout de A à Z et après-demain on fait 3 villes. D'accord, mais ça n'empêche pas que peut-être qu'il va tomber au combat. Donc tu vois, je m'en fous un parent, il a la crainte que son fils il soit touché, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. je vais vous dire, pas que les parents, tout le monde, hein. Évidemment, évidemment, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. C'est-à-dire, donc c'est l'eau méchané. Mais nous sommes obligés de faire avancer les consciences pour comprendre que on doit avancer dans la Géoula. Et on doit avancer dans cette histoire de Gaza. Gaza, c'est, nous on appelle ça Gaza en français, c'est Azza. Azza, c'est Azout. Yesh Azout d'Igdusha, Yesh Azout de Tum'a. Il y a cette, comment on pourrait traduire Azout, c'est cette, je sais pas, la Azout, c'est Yalla, on y va. Yalla, on y va, et ça peut être Yalla, on y va pour faire tomber, et Yalla, on y va pour construire quelque chose de grand. Faut construire. Rav, dans l'histoire, il y a des grandes étapes et on sent qu'on arrive à une étape fondamentale de l'histoire. On sent quelque chose qui bouge d'énorme. On sent qu'il y a des forces énormes qui arrivent face à l'Iran. On sent que l'Iran a complètement perdu la main sur le peuple iranien. On voit des vidéos et on voit des chiffres qui sont hallucinants. 30 000 morts, 40 000 morts. D'ailleurs, c'est incompréhensible. Déjà, comparer ça par rapport à Israël, où quand nous, on dit 1200 morts, 7 octobre, ça a complètement changé le pays. On n'imagine pas ce que c'est en train de faire au peuple iranien et à l'Iran. Khamenei s'est caché dans ce bunker. Est-ce que vous avez un décryptage là-bas? L'Iran, c'est la Perse. Non, en termes de sources juives, le combat, on va appeler de la fin des temps, le combat entre Gog et Magog et Israël, la Perse, ils viennent de là-bas. D'après les prophéties tant de Cheskel que de Zecharia. Donc, on ne peut pas s'empêcher de voir une nouvelle étape quand on parle de la Géoula, mais cette fois à grande échelle. Et quand on voit que ça fait bouger le monde entier, il est évident qu'on est sur des plaques tectoniques de dévoilement divin. La Perse a été dans l'histoire celle qui a été choisie pour ramener la présence divine dans le monde. Kadosh Baruch Hu avait enlevé sa présence suite à la destruction du premier temple par les Babyloniens, et c'est les Perses, par l'intermédiaire de Koresh Hachéni, Cyrus II, qui ont permis la reconstruction du Beth Amikdash, du temple, et donc de ramener la présence divine dans le monde et par l'intermédiaire du peuple juif. Est-ce que la Perse actuelle qui se soulève contre la révolution islamique, est-ce que c'est la nouvelle version remasterisée du dévoilement divin dans le monde? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que Donald Trump a l'étoffe d'un Cyrus. Et je pense qu'il est évident que ce qui va être mis en place, à mon avis, changera la face du monde. Ou alors ce sera un pétard mouillé. Mais je pense que maintenant, à la différence de ce qui se passait avant, comme tu dis, il y a trop d'images. Trop. On ne peut plus cacher les choses. Et c'est trop en temps réel. On n'a jamais vu autant de forces armées américaines positionnées au Moyen-Orient. Jamais. Même en général, je crois qu'il y a
C'est un assemblage de forces. Ouais. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On l'a vu avant les entrées en Irak ou des choses comme ça. Non, même pas autant. Même pas autant. Même pas autant. Des ravitailleurs en vol, le porte-avions qui est là, il y a un deuxième qui arrive. Alors, soit c'est un méga coup de bluff, soit. Maintenant, où est la place d'Israël dans tout ça? Moi, ça me paraît évident qu'Israël doit être dans l'histoire. Pourquoi? Israël sera forcé dans l'histoire parce qu'ils vont tirer Ou pas. des armes contre Israël. Israël va devoir dire Si on nous tire dessus, alors on n'aura pas le choix, mais d'accord. Mais je pense que même si on ne tire pas dessus, le peuple iranien attend que Israël arrive. moi j'aurais dit l'inverse. Parce que moi je pense qu'ils ne veulent pas que ce soit des juifs. Parce qu'il y a la fierté La fierté de quoi? musulmane. Mais ils sont pas tous musulmans. Non, mais fierté. Non, mais c'est ça le problème. Le juif, c'est le petit juif, quoi. Mais tu sais que, enfin, le peuple iranien, il est divisé. D'abord, il y a plein d'ethnies différentes, 7 ethnies différentes. Mais ceux qui sont les partisans de la Perse, qui sont pas des musulmans, ou alors qu'ils le sont, mais juste pour dire qu'ils le sont, ils n'ont aucun problème avec Israël. La majorité du peuple iranien, il n'a pas de problème avec Israël. Bien au contraire. Et on est dans le même bateau. Et donc, Israël. Je te rappelle qu'il y avait 3 vols par jour. Téhéran, Tel Aviv, avant la révolution islamique. C'est-à-dire, ça marchait très bien. On s'est changé des avions, on s'est changé Ça marchait très bien. on s'est changé des armes. Donc, On les a aidés à faire les premiers missiles. Hein. il est évident que ce qui se passe en Iran maintenant a une portée biblique. Ce qui se passe Bichlal, en Israël, dans la région, maintenant, ça a une portée complètement biblique. On ne peut pas laisser passer ça. On ne peut pas laisser passer ça. Notre rôle, ceux qui sont aux commandes, c'est de prendre les bonnes décisions. Mais ceux qui sont en bas comme nous, c'est d'essayer d'ouvrir les yeux et de faire ouvrir les yeux. On a un outil, et je ne l'ai jamais fait depuis le début de nos entretiens, mais je le fais face caméra. Nous, on discute, il y a des gens qui regardent, c'est très bien. Ils sont contents, ils ne sont pas contents, d'accord. Mais s'ils sont contents, s'ils pensent qu'ils ont appris quelque chose, s'ils pensent que c'est un message qu'on a porté aujourd'hui qui doit être continué à être diffusé, mais à vous de jouer, les gars. À vous de propager la vidéo, à vous de... Nous, on peut arriver à, 10 000 personnes. Mais en fait, chacun de ces 10 000 personnes, elle aussi, elle a des contacts que nous, on n'a pas. Et donc, quand on dit que notre rôle est de faire avancer les consciences, on a tous ce rôle-là. Celui qui est devant la caméra, comme celui qui est derrière la caméra. Il s'agit maintenant d'amener le peuple juif et le monde entier à être en pleine possession de leur époque. Le monde est en train de changer. Et ce à quoi va ressembler le monde dans 20 ans, quand nos enfants ils commenceront à être dans le game, il n'aura rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Mais c'est à nous de préparer ça. Je vais être très enfantin. Mais vous avez dit qu'on connaît la fin du film. Laissons faire, en fait. Venez, on reste tranquille. On va laisser tourner. Non, c'est-à-dire, D'abord on peut. Ça marchera quand même. Oui, mais voilà, restons au Beth Midrash, étudions la Torah. Bon, prendre un messire, machin, un plat des gens. Bon, mais de toute façon, ça va passer. Donc, on peut l'accélérer, on peut machin. Mais bon. Tu sais, le Midrash nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a montré à Abraham la fin de l'histoire. Et il lui a dit, à toi de choisir. Est-ce que tu veux que tes descendants partent en exil et il faudra les sortir d'exil, mais ça va faire partie du travail pour amener au projet, ou alors ils descendront Gehinnom. Ça veut dire que ça ne se passera pas au niveau physique, ça se passera au niveau métaphysique. Et Abraham a choisi que ça se passe au niveau physique. Semble-t-il que c'est moins problématique de régler les choses ici que de les régler dans une réalité métaphysique. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça ici? Parce que Dieu, il veut qu'on bosse. Il veut qu'on soit, comme tu dis, des partenaires dans le dévoilement divin. Tu me dis, on pourrait laisser faire. Oui, on peut laisser faire. Et ça va se faire. Mais comme beaucoup laisser faire. Mais ça sera sans nous. Et
c'est pas le rôle qui est le nôtre. Le rôle qui est le nôtre, le rôle de l'être humain et le rôle du peuple juif, c'est de faire, d'agir. Qui vaut shavat mikol melarto, asher bara Elohim la asot. Dieu, lui, a arrêté de créer pour nous laisser faire. C'est à nous de jouer, c'est à nous de bosser. C'est trop facile de se cacher derrière notre petit doigt, de dire je vais étudier et attendre de voir que ça se passe. Et non, non, je ne peux pas m'enfermer. Je ne peux pas, Dieu il veut pas. Et quand on continue à s'enfermer, bah, Dieu il va faire que ça va toquer à ta porte. Et tu diras quoi à ce moment-là? Je t'ai occupé à être enfermé? Tu sais, c'est l'introduction du Ema Banim Semecha, du livre du Rav Issachar Taitel, qui dit on était enfermé dans les Bate Midrash. Je demande pardon au peuple juif qu'on n'ait pas pris conscience de notre rôle. Faisons vous Chazak Baruch. À bientôt.